c'est printemps, les amis. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Pharisiens. Parce que c'est notre projet. Les hypocrites. Et voici notre duel avec Thomas Porcher ce soir. Bonsoir. Vous êtes économiste, membre des économistes atterrés. Vous avez écrit Introduction inquiète à la Macron économie au petit matin. Bonsoir Agnès Verdier-Molinier. Vous êtes directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. On fait la question simple pour commencer. C'est le président des riches ou pas, Macron ? Thomas Porcher ? Bah oui, oui, complètement. Enfin, même dans le budget, on le voit. Les baisses d'impôts, elles sont tout de suite. Là, il y a un cadeau, les placements financiers sur l'ISF qui sont exonérés. Alors que vous savez que plus vous êtes riche, plus vous avez des placements financiers. Hein. Quand vous avez 20, 30 millions d'euros de fortune, vous avez 70 à 80% de placements financiers. Et là, on va faire une exonération d'impôts sur ces gens-là. Par contre, quand vous avez de l'immobilier, vous êtes déjà assez riche, vous avez 1,5 million d'immobilier, ben là, vous payez plein pot l'ISF. Donc oui, il a inventé une forme d'impôt régressif sur les super riches. Donc c'est le président des riches, clairement. Agnès Verdier-Molinier ? Non, moi je crois pas. Mais vous attendiez à la réponse. Le sujet. Peut-être un peu pour ça que vous êtes là tous les deux. Non, mais le sujet c'est quoi? C'est d'arrêter de surtaxer l'investissement dans les entreprises, le capital, qui permet de créer des emplois. Donc on a vu ces dernières années beaucoup de Français partir en Belgique, partir en Suisse, partir au Royaume-Uni pour des raisons fiscales, partir même au Portugal, même pour certains qui sont pas des super riches. Donc se poser la question aussi de pourquoi est-ce que certains contribuables quittent la France. Je vais vous donner juste un chiffre. Sur les 10% des ménages les plus aisés, ceux dont on parle là en ce moment, les 10% qui gagnent le plus, ceux-là, ils payent la moitié de l'addition de la CSG plus l'impôt sur le revenu, plus la taxe d'habitation. Il y a 200 milliards de recettes, ils payent 100 milliards. Donc arrêtons de dire qu'ils ne payent pas d'impôts. Ils payent énormément d'impôts. Et ces dernières années, sous le quinquennat de François Hollande, ils ont payé de plus en plus d'impôts. Donc si on veut que ceux-là, ils investissent en France, ils créent des emplois en France, c'est maintenant qu'il faut leur dire aimez la France, restez en France, venez investir et créer des emplois chez nous. Alors, sur l'ISF, il y a des chiffres du ministère des Finances qui sont assez intéressants. Déjà, le nombre de gens qui payent l'ISF augmente chaque année. Il y en a 350 000 aujourd'hui. Donc, le nombre de gens contribuables qui ont payé l'ISF augmente chaque année. Donc, il n'y a pas une fuite comme s'il n'y avait plus personne qui payait l'ISF. Les départs, ils sont estimés, grosso modo, à 800 personnes par an. 800 personnes qui quittent la France et qui payent l'ISF sur 350 000 qui le payent. Et il y en a 300 qui reviennent par an. Donc, en net, vous avez 500 personnes, grosso modo, qui quittent la France pour aller ailleurs et qui payent l'ISF. Donc ça fait grosso modo 0,2% des contribuables de l'ISF qui partent seulement. 0,2%. Cette perte a été chiffrée en termes de rentrée fiscale. Elle est équivalente sur 10 ans, grosso modo, à 170 millions d'euros de pertes par an. Et pour cette raison-là, pour la raison que l'on dit que les riches fuient parce qu'ils ne veulent pas payer l'ISF, on va réformer l'ISF et perdre 4 milliards sur l'ISF parce que l'on perd 170 millions seulement par an, parce qu'il y a seulement 500 personnes qui partent sur 350 000 personnes qui payent l'ISF. Qu'est-ce que c'est que cet argument ? Donc il faut arrêter. L'argument de la fuite, elle n'existe pas. C'est 0,2% de personnes qui partent à cause de l'ISF, c'est tout. Non, je crois que d'abord, on n'a pas comptabilisé tous les départs, tous les chiffres que vous citez. Ils sont obligés de se déclarer. Non, mais tous les chiffres que vous citez, il y a aussi tous ceux qui n'étaient pas encore à l'ISF et qui sont partis juste avant d'être à l'ISF, et on en connaît. Le sujet, c'est plutôt 200 à 300 milliards d'euros qui ont quitté la France, qui s'investissent pas en France, qui s'investissent de l'autre côté de la frontière et qui créent des emplois de l'autre côté de la frontière. La fiscalité du capital, c'est une fiscalité qu'on compare entre les différents pays. Est-ce qu'on paie des plus-values, la taxation des plus-values quand on vend son entreprise? Est-ce qu'on paie cher sur les dividendes? Est-ce qu'on paie justement un impôt sur la fortune? Et partout ailleurs en Europe, et les gens sont mobiles aujourd'hui, eh bien on voit que cette taxation, elle est inférieure ailleurs et très proche de chez nous. Donc le choix qui se fait, c'est le choix aussi de l'investissement en France et de l'attractivité de l'investissement en France. Donc dire qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y aurait pas de milliards d'euros qui auraient quitté la France pour des raisons fiscales, que ça n'a pas imputé les recettes fiscales, ce sont de faux arguments, parce qu'on a aussi perdu des emplois à cause de ça. Et alors ça, on ne sait pas exactement chiffrer combien d'emplois, mais c'est certainement des dizaines de milliers d'emplois par an qui ont été détruits à cause de cette fiscalité du capital que nous avons. Pas seulement l'ISF, mais aussi l'idée de taxer le capital comme le travail. Est-ce que finalement, au-delà de la polémique, terminons là-dessus, est-ce que finalement c'est une mesure qui dit quelque chose sur le fond d'un projet de société ou est-ce qu'on est dans le politique, Thomas Porcher, ou est-ce qu'on est dans la communication? Alors, je voudrais dire autre chose, ajouter quelque chose sur ce qu'a dit Agnès Verdier-Molinier. Demain, ok, vous allez payer moins d'impôts sur l'ISF. Je suis pas sûr que ces gens-là, parce qu'on parle des 1% les plus riches de France, qui détiennent 25% du patrimoine global français, d'accord? Donc c'est quand même pas mal. Je suis pas sûr que ces gens-là, s'ils payent moins d'impôts, ils vont investir dans des startups ou des petites entreprises. J'en suis pas si sûr. Je pense qu'ils vont racheter d'autres actions.
Et les actions, elles existent déjà, elles sont sur le marché secondaire. 99% des actions existent déjà. Donc ils vont racheter des autres actions, ça va faire monter le prix des actions, comme c'est des détenteurs d'actions, ils vont être plus riches, mais ça ne va pas profiter à l'investissement. Enfin, faut pas être complètement naïf. Les exonérations, même le CICE, les baisses de charges, elles n'ont pas favorisé l'investissement, c'est France Stratégie qui le dit. Elles n'ont pas créé d'emplois, elles ont surtout augmenté les dividendes des actionnaires. Donc voilà ce qui risque de se passer. Ça risque en fait de ne pas ruisseler, hein, même si le président dit qu'il n'est pas d'accord avec ça quelque part. Ce qu'il a dit avec les premiers de cordée, c'est du ruissellement. Ça ne va pas ruisseler parce que ça n'a pas ruisselé précédemment. Donc je ne vois pas pourquoi ils investiraient. Et une dernière chose que je voudrais dire sur ceux qui quittent la France. Bon, moi j'ai les chiffres du ministère des Finances. Après on peut en discuter. Hein, sur les 500 personnes qui partent chaque année et qui payent l'ISF, vous savez quel âge ils ont en moyenne? 57 ans. Donc on est loin de l'image du start-upper qui part pour investir. Ce sont des gens qui sont proches de la retraite, qui partent ailleurs pour profiter de leur argent probablement. Mais ce n'est pas des gens qui quittent et qui vont investir et prendre des risques ailleurs. 57 ans, c'est l'âge moyen. Et encore une fois, c'est des chiffres qui viennent du ministère des Finances. À 57 ans, on peut encore prendre des risques. Oui, on peut prendre des risques. Attention, il n'y a pas un âge où on n'a plus le droit d'investir dans l'économie, de créer des emplois. Il y a de très grands entrepreneurs qui ont créé des emplois à des âges beaucoup plus avancés. La question, c'est effectivement le fléchage. Comment on fait pour que cet argent aille s'investir dans des start-up, dans des PME, dans des TPE et dans nos territoires en France? Et là, il y a une possibilité qui est tout à fait claire. C'est d'avoir une incitation fiscale sur l'impôt sur le revenu. Inciter ces contribuables à mettre une partie de leur impôt sur le revenu dans l'investissement en capital des entreprises. C'est une mesure qui existe déjà, qui s'appelle l'IR-PME, qui est sous-utilisée aujourd'hui parce qu'elle est plafonnée par le plafond global des niches à 10 000 €, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, grosso modo, entre plusieurs déductions fiscales sur l'IR, arriver à plus de 10 000 € de baisse d'impôt. Et là, il y a des amendements sur ce sujet, et je pense que c'est très important parce que les autres pays qui ont une fiscalité du capital plus basse que la France, ils ont aussi ce système de fléchage. Par exemple, les Britanniques, ils peuvent aller jusqu'à 1 million de livres d'investissement dans une start-up, une jeune entreprise. Hein. L'idée, c'est de cibler les boîtes de moins de 50 salariés, hein, donc les petites entreprises en investissement direct. Et les Britanniques le font jusqu'à 1 million de livres pour un couple. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi créer le tuyau pour accompagner cet investissement entre la baisse de la fiscalité et l'investissement qui va créer de l'emploi derrière dans nos territoires. Pardonnez peut-être la naïveté de ma question, mais est-ce que ces investissements, ils vont nécessairement dans des start-up? Parce que, en fait, je pense qu'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent, bon, très bien, moi je suis peut-être pas un digital native, j'ai peut-être 50 ans, j'habite peut-être dans un bassin industriel. Ces gens fortunés, s'ils rentrent en France, formidable, mais est-ce qu'ils vont mettre de l'argent dans l'usine dans laquelle je bossais jusqu'à il y a 5 ans, ou est-ce qu'ils vont investir dans aider un repreneur? Enfin, voilà, cette question est peut-être naïve, mais je voudrais savoir quel est votre sentiment. Je pense que d'autres gens qui nous regardent se la posent, quoi. Start-up, c'est un terme générique pour dire une jeune entreprise, une jeune pousse, mais ça peut être dans n'importe quel secteur. C'est pas forcément parce que vous êtes une jeune entreprise que vous êtes toujours dans le digital. Vous pouvez être aussi dans la restauration. Vous pouvez être dans la coiffure, vous pouvez être dans les garages, dans n'importe quel secteur où vous pouvez avoir aussi des innovations marketing. Vous n'êtes pas obligé d'être sur des innovations technologiques. D'ailleurs, aux États-Unis, tous les emplois qui se créent ne sont pas des emplois tous technologiques. Vous êtes en avance, Agnès Verdier-Molinier. Je ne pense pas, parce que l'économie réelle, comme vous l'avez dit, ou les salons de coiffure ou les start-up rapportent moins que de placer son argent sur des placements financiers. Vous savez, aujourd'hui, le marché d'actions, c'est 2,1 fois l'investissement dans l'économie réelle. Pourquoi? Parce que ça rapporte plus. C'est pour ça. Ça rapporte plus. Donc si vous avez de l'argent, soit vous le prêtez à une entreprise, une PME, mais même les banques, quand on leur prête de l'argent, quand la BCE leur prête de l'argent, les banques, elles préfèrent le mettre sur les marchés financiers que de l'investir dans l'économie réelle. Parce que l'économie réelle rapporte moins. Dont parlait Agnès Verdier-Molinier, c'est une piste qui vous semble intéressante? La baisse des charges incitatives? Non, ce fléchage incitatif, oui. dire à ceux qui reviennent investir, si vous mettez votre argent dans l'économie réelle, avec un plafonnement beaucoup plus important. C'est pas ce qui est fait là. Ce n'est pas ce qui est fait. Il n'y a aucune condition pour l'instant qui est faite à l'exonération des placements financiers pour l'instant. Il n'y a rien. Il y a juste cette idée que les gens vont plus investir. Mais il n'y a aucune condition qui a été faite. Mais il ne faut pas placer des conditions. À part un appel peut-être public. Il ne faut pas placer des conditions avec des malus, avec des obligations, etc. Il faut donner des incitations. Et inciter véritablement à investir justement dans nos emplois de demain. Je suis obligé de vous couper de façon aussi mal polie, pardonnez-moi, mais le temps. Et vous avez 7 secondes d'avance. Merci Thomas Porcher d'avoir été avec nous ce soir dans le duel sur BFM TV.